parce que c'est vrai que, comme l'a dit Sénézri, on se bat depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps, pour un centre culturel de Tunisie à Paris. Avec tout le respect que je dois de cet art au pavillon, ce n'était pas sa destination première. C'est un constatant qu'il n'y a rien, il a rempli un vide. Et donc cette demande, monsieur l'ambassadeur, de centre culturel tunisien à Paris reste d'actualité et nous continuerons la bataille jusqu'à ce que ce centre soit construit. Je rappelle pour les Tunisiens qui ne savent pas, en face il y a le parc Mansouri. Et dans ce parc Mansouri, nous avons eu pendant un siècle un bâtiment tunisien offert à la France. Et en 1987-86 de mémoire, le maire de Paris, M. Chirac, et monsieur le ministre de la Culture, qui est décédé il y a quelques jours, ont signé un pacte dont j'ai les documents. Et ce pacte offre à la Tunisie ce local pendant un siècle. Il est toujours d'actualité et la bataille continue. Je m'excuse vraiment, parce que quand on parle culture et Tunisie à l'étranger, c'est aussi ça. Parce que s'il y avait ce centre, la Coupe du Monde que tout le monde regarde, on viendrait la voir là. Et je dis un mot, c'est de la politique, et je suis journaliste normalement. Donc, je dois rester dans mes questions. Il n'y a pas d'endroit aujourd'hui où les islamistes, pas les islamistes et les laïcs tunisiens sont encore. Les islamistes tunisiens ont repris le champ, ils sont repartis dans les mosquées. L'extrême gauche qui existait avant 2011 a disparu de la scène. Et les anciens boutsaris, pro-partis, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. Donc, vous ne pouvez pas reconstruire une économie en Tunisie, et vous l'avez très bien dit, je vous en remercie, sans recréer le lien social entre Tunisiens, ici, au-delà de leur appartenance politique, parce que l'appartenance identitaire est là. Ma question, je m'excuse si j'étais là dans cette introduction, c'est que j'ai écouté l'intervention de mon ami Méazri, et je voudrais lui poser une question centrale. Aujourd'hui, nous sommes à la bascule de l'histoire de l'humanité. Est-ce que cette puissance chinoise Méazri pourrait se faire sans que la Chine ne devienne en même temps, comme on l'a connu tout au long de l'histoire de l'humanité, en même temps une puissance économique et une puissance militaire? Peut-on être l'empire du monde sans être l'empire militaire? Et une question pour vous. J'ai écouté vos développements, je suis comme vous. Je vais à Tunis et en Tunisie, dans le sud surtout, 2 à 3 fois par an, pour mon plaisir personnel, mais aussi pour le travail. Il y a un point central qui n'a pas été évoqué dans vos excellents élans de développement. Je pense que l'économie tunisienne souffre d'une particularité que vous n'avez pas soulevée. Je me permets de vous dire, avec toute la courtoisie qu'il faut, c'est le nombre de fonctionnaires qui pullulent dans la société tunisienne en termes de pourcentage. Et vous savez qu'on est passé en gros de 400 000 fonctionnaires en 2011 à pratiquement 800 000 en 10 ans. Et tant que vous n'avez pas réglé ce problème qui est de l'emploi social et de l'emploi politique, le problème est pas réglé. Et la deuxième chose, moi je suis férieux quand je descends en Tunisie, pendant le ramadan ou l'été. Et qu'à midi, je vais à la banque, on me dit séance unique. Quand j'entends séance unique, je meurs. Séance unique, c'était en 1930, quand on n'avait pas de la crise. Là, c'est devenu un sens unique de la production. Et donc, aujourd'hui, puisque nous avons des climatiseurs pour tout le monde, comment ça se fait qu'aucun président, qu'aucun premier ministre, qu'aucun parti politique ne pose la question? Alors, je vous pose la question, parce que cette question de séance unique peut faire partie de votre excellent travail, et je vous en remercie. Et je m'excuse encore une fois si j'ai été. Merci. Merci. D'abord, je tenais à remercier vivement son Excellence Ibn Haded. Il a dépassé les 15 minutes et on avait l'impression que c'était beaucoup moins. Tellement c'était intéressant, tellement c'était profond. Et on est demandeur et on a besoin de cette analyse très profonde et pertinente d'un homme qui a une grande expérience en la matière. Effectivement, on a parlé du pavillon de Boudiba et c'est une source de fierté pour nous tous. Et pour rester un peu dans la même ambiance, moi,
je dis que par rapport à l'économie, je vais switcher de cet aspect politique pour parler économie. Je dis que la Tunisie n'a jamais été fermée. Et le marché tunisien n'a jamais été fermé parce que là aussi, je pense particulièrement à l'empreinte de Simon Solman. Et je pense particulièrement à la loi 72, avec son lot de satisfaction. Je rappelle que la Tunisie a été pionnière dans la région, qu'elle a un marché qui a toujours été ouvert. Certes, on est conscient de nos carences, de nos insuffisances, mais ça ne veut pas dire qu'on est renfermé sur nous-mêmes. Les chiffres, comme on le dit, sont têtus. Et moi, je vous apporte quelques chiffres qui sont symptomatiques et qui veulent dire que le marché tunisien, avec ses carences, reste toujours très attractif. Je vous dis par exemple, on est en France, un périmètre que j'ose dire connaître, pour vous dire que les entreprises françaises établies en Tunisie dépassent les 1500 entreprises. Et là, à ce niveau, parce qu'on aime trop se comparer avec certains pays, étant diplomate, je ne les nommerai pas, mais je vous dis que dans la région du Maghreb, le premier pays qui attire les entreprises françaises, c'est bien la Tunisie. Il ne faut jamais l'oublier. On est en terre française, on est avec notre premier partenaire. Moi, je demande un peu à rééquilibrer un peu les choses. C'est bien de critiquer, la critique est toujours la bienvenue, si elle est constructive. C'est bien de s'améliorer, mais aussi, il faut quand même mettre la Tunisie dans son cadre, le cadre qui lui sied. On reste toujours premier avec tous les efforts et la concurrence qui existe sur le marché maghrébin, par exemple. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est un constat, et le même constat est valable par rapport à la rive sud de la Méditerranée, puisque on a plus de 3600 entreprises étrangères qui sont établies en Tunisie. Il ne faut pas aussi oublier. Tout ça, je ne pense pas que ce soit des cadeaux qui sont donnés, parce que ces entreprises se retrouvent et ont quand même un climat, on ne va pas dire le meilleur, mais ils ont un climat qui a pu les attirer, qui a pu les fidéliser. Je rappelle aussi que la Tunisie a connu une transition, et toute transition n'est pas simple à négocier. Donc automatiquement, on est dévalorisé par rapport aux autres. On n'a pas cette stabilité. Et quand on sait que l'investissement, le premier pilier pour l'investissement, c'est la stabilité et la sécurité, on ne peut pas dire que le marché tunisien ne se débat pas. Mais on aimerait mieux. On aimerait faire beaucoup plus, et c'est notre ambition commune. Au niveau du climat des affaires, moi je dirais que ce climat n'est pas le meilleur, mais on est en train de faire des efforts. Et puis, il y a l'apport du privé. Le secteur privé est très important parce que le secteur public ne peut pas tout faire. Il faut voir les problèmes de l'autre côté. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'investisseur affronte comme problème au quotidien? Comment on pourrait lui simplifier la tâche? Comment arriver à désengorger par rapport à une procédure administrative? Et on a hérité un modèle que vous connaissez tous, qui n'est pas très simple. Ce n'est pas le modèle anglophone. Donc on est tous conscients de tout ça, et il faudrait peut-être surtout mettre l'accent sur une conjugaison d'efforts PPP, avec ce partenariat public-privé au niveau de la conception, pas uniquement au niveau de l'investissement, et ça nous apportera clairement beaucoup de satisfaction, mais on reste toujours sur la thématique de votre rencontre d'aujourd'hui, on reste optimiste. Merci.